Salut les amis et bienvenue dans votre rendez-vous foot normand sur Tendance Ouest sur tous les réseaux sociaux et en vidéo. Le Club Foot vous accueille chaque semaine avec les meilleurs spécialistes normands de la discipline. Ils sont réunis aujourd'hui pour un nouveau programme de choix. Les reprises au HAC et au Stade Malherbe de Caen. Vous allez voir deux salles, deux ambiances. Évidemment, une autre ambiance aussi, celle des coulisses des clubs avec la fameuse commission régionale de contrôle des clubs qui a maintenu l'AS Cherbourg en National 3. Le dossier n'est pas fini, vous allez le voir, loin s'en faut même, on en parle dans quelques minutes de cela. Ils sont avec nous, tous nos spécialistes, et je commence avec celui du HAC, Adrien Casanova du Courrier Cauchois est avec nous. Salut Adrien. Salut Sylvain, bonjour à tous. Salut à toi Mathieu Billot du Foot Normand. Salut Sylvain, salut à tous. Et salut à toi Jérôme Bouchacourt du Foot Amateur. Salut à tous. Bon, on commence, messieurs, sans plus attendre avec la Ligue 2 et on va dans un coin tranquille de cette Ligue 2 en France et encore plus en Normandie. On va du côté du stade Océane du Havre où vous étiez hier, messieurs. Vous, Adrien Casanova du Courrier Cauchois et vous, Mathieu Billot du Foot Normand. C'était l'heure de la reprise. Allez, je vais commencer avec vous, Adrien Casanova. Reprise dans la plus grande des sérénités au HAC hier. Oui, tout à fait. Une reprise sous un grand soleil. Les joueurs sont arrivés petit à petit, à partir aux alentours de 10h. À 10h30, Paul Le Guen a pris la parole, a rencontré aussi les nouveaux visages du HAC. Donc oui, tout s'est bien passé. Une reprise, bon, pour le coup, masquée, pour bien respecter les protocoles sanitaires de la période actuelle. Mais pour le coup, on a vu beaucoup de sourires de la part des joueurs, de l'encadrement. Donc oui, c'est plutôt une très belle reprise pour le moment. Avec les recrues, vous en avez parlé, elles étaient 3 hier sous vos yeux. Vos premières impressions? Les recrues sont très contentes. Alors forcément, c'est très difficile de dire le contraire, mais très contentes de leur arrivée. C'est toujours comme ça que ça commence. Exactement. Non, elles ont fait plutôt bonne impression. On a senti des joueurs investis. Donc les 3 recrues, je les présente. Pierre Gibaud, 32 ans, qui arrive de Grenoble, un défenseur potentiellement latéral droit, expérimenté surtout au niveau de la Ligue 2. Il est passé notamment par Sochaux, par Grenoble, comme je le disais. Donc c'est un joueur d'expérience qui pourra justement un petit peu apporter tout son vécu à ce niveau au groupe jeune du Havre. On a ensuite Nolan Mbemba qui est lui plus jeune, prometteur également, qui arrive du Stade de Reims après plusieurs expériences à l'étranger, notamment en Belgique et au Portugal. Et puis enfin, le troisième, le dernier renfort en date arrivé, c'est Quentin Cornette qui arrive d'Amiens, après quelques moments difficiles ces derniers mois avec des pépins physiques à répétition. Donc voilà, lui, c'est plus un excentré vif, assez percutant, qui amènera de la vitesse et un petit peu de fraîcheur sur le front de l'attaque havraise. Allez, les Havrais, Mathieu Billot, vous y étiez aussi allé découvrir ces nouveaux Havrais et vous avez surtout retrouvé avec un plaisir non dissimulé Paul Le Guen. Là encore, ça respire la sérénité dans ses propos. Oui, Paul Le Guen, il est assez coutumier. Je l'ai encore jamais vu sortir de ses gonds. Il est toujours mesuré, même quand il n'est pas d'accord avec ce que les médias peuvent dire. Donc là, c'est vrai que tout est. Puis les signaux sont plutôt ouverts du côté du HAC. Avant même de reprendre l'entraînement, vous avez 3 recrues. Ils tablent sur une petite demi-douzaine, 5-6. Visiblement, c'était des choix numéro 1, des choix prioritaires. L'effectif est maîtrisé. Ils ont fait signer une bonne demi-douzaine de jeunes premiers contrats pro. Donc, c'est vrai qu'il n'y a pas de raison, que ça se passe mal pour le moment, quoi. Et dans cette période-là, justement, messieurs, je vais me tourner vers vous, Adrien Casanova du Courrier Cauchois. Est-ce que ce n'est pas le meilleur atout en sortie de crise comme l'on vient de vivre que cette sérénité finalement? Parce qu'on a l'impression que le mercato n'est pas tellement démarré, que les clubs ne sont pas prêts, la reprise, les effectifs, on va le voir tout à l'heure avec celui du voisin canet, sont complètement chamboulés et chamboulables. Là, c'est la sérénité et la continuité au Havre. Est-ce que ce n'est pas le meilleur atout cette année? Exactement, la sérénité, justement, ça fait partie des conditions idoines pour une reprise et justement se préparer au mieux pour la saison. Paul Le Guen l'a rappelé hier, ils vont avoir le temps en plus, il y a quasiment 2 mois là, de préparation. Donc ils vont avoir le temps de peaufiner vraiment et de préparer tous ces petits détails pour la saison à venir. Les choses sont optimales. Après, il ne faudra pas traîner non plus. Paul Le Guen l'a rappelé, oui, il y a certes 2 mois, mais il va quand même falloir
se préparer tranquillement. Et puis aussi trouver un petit peu des renforts supplémentaires, comme le disait Mathieu. Il y a encore 1 ou 2 joueurs qui sont attendus sur certains secteurs, notamment offensifs surtout, pour pallier le départ de Allez, un Tino mot Kadewere. justement, messieurs, on va y venir à ce départ de Tino Kadewere. Il y a plusieurs noms qui circulent. Aujourd'hui, Adrien Casanova. Quel type de joueur pourrait intéresser le HAC? On peut sortir quelques noms quand même, parce qu'il y en a quelques-uns déjà de sortie, des noms pour le remplacer, Tino Kadewere. Alors, il y a différents profils qui sont évoqués. 2 choses sont ressorties un petit peu des propos de Paul Le Guen hier. Il y a cette envie de remplacer Tino Kadewere, mais pas forcément de retrouver un joueur. En fait, ils veulent vraiment équilibrer ce potentiel offensif du HAC. L'an dernier, c'est vrai qu'on avait une Tino Kadewere dépendance un petit peu. Et puis, quand Tino Kadewere s'était blessé, on avait senti le Havre justement un petit peu en manque de rythme, et les résultats s'en étaient ressentis aussi. Il y avait eu à cela. Donc, je pense que le HAC veut aussi éviter cela, trouver forcément un attaquant prolifique, intéressant devant le but, mais aussi essayer de créer une complémentarité un petit peu plus forte et moins jouer sur un attaquant qui soit ultra dépendant pour le HAC. Parmi les noms évoqués, justement, il y a le nom d'Ibrahim Sissoko, le Niortais, qui revient souvent depuis quelques semaines. Attention, Guingamp est entré dans la danse, visiblement, sur ce dossier. Hein. En tout cas, Paul Le Guen a rappelé son nom hier encore en conférence de presse. Il a bien dit qu'aucun contact avait été pris avec le club de Niort, mais qu'en tout cas, son profil était intéressant et qu'il gardait un œil attentif dessus. Donc voilà, son nom est toujours présent. J'ai vu que nos confrères de la presse à presse parlaient également de Doumoud Bozok, là, ces dernières heures. Ça pourrait également être un profil intéressant. C'est un joueur qui a inscrit beaucoup de buts ces dernières années. Alors, moins justement l'an passé à Lorient, et puis l'année d'avant à Nîmes en Ligue 1, il avait eu un petit peu de mal à trouver le rythme, mais par contre sur les 2 saisons précédentes, à Marseille-Consulat où il avait justement été révélé, et puis ensuite à Nîmes en Ligue 2 où il avait explosé, il avait prouvé de très belles choses. Donc c'est un joueur qui pourrait se relancer et pourrait tout à fait correspondre au type de joueur recherché par les Célés Marines justement. Oumoud Bozok, une bonne pioche, parce que mon souvenir récent me laisse penser que ce joueur était également sur les tablettes de Caen à la même époque, l'année dernière. Mathieu Billot, c'est forcément une bonne pioche en Ligue 2, Oumoud Bozok? Il reste sur 2 saisons contrastées. Après, moi, personnellement, j'aime beaucoup ce joueur-là. J'aime beaucoup ce qu'il dégage. J'ai le souvenir que contre Caen, justement, en Ligue 1, il avait fait une bonne prestation. Une très bonne même. Il avait fait très mal à Caen. Moi, j'aime beaucoup ce joueur-là. J'aime beaucoup ce qu'il dégage, même dans ce qu'il déclare, dans ses interviews et tout. Je pense que ce sera vraiment une bonne recrue. Forcément, une recrue à relancer. Mais faut se rappeler que quand Tino Kadewere est arrivé, c'était déjà un peu une forme de pari. Il n'y a pas grand monde qui le connaissait, avec le succès qu'on a connu. Donc, si vraiment Bozok posait ses valises du côté de la Porte Océane, je pense que ça pourrait sentir le bon coup. Très bon coup potentiel, effectivement, avec Sissoko, effectivement, également. Messieurs, on va y venir à cette préparation à proprement parler. Vous l'avez dit, Adrien Casanova, hier, il n'y avait pas d'entraînement à proprement dit. Par contre, il y avait tout un programme qui a été dicté pour les supporters qui nous regardent. Comment il va s'articuler, ce programme du HAC, pendant cet été ? Alors là, les premiers jours, justement, donc ça a commencé hier et ça va se poursuivre jusque mercredi, possiblement jeudi matin. Les joueurs du HAC vont déjà reprendre par une batterie de tests médicaux. Donc voilà, en détail, tests isocinétiques, tests aussi pour le Covid, forcément, tests sérologiques, une échographie cardiaque, enfin voilà, la batterie habituelle de tests. Et puis à partir de jeudi matin, jeudi après-midi, les joueurs reprendront le chemin des terrains par groupe, tout d'abord, avec des ateliers techniques, du renforcement musculaire. Ils vont reprendre progressivement pour justement pas brusquer les organismes après une période justement d'interruption. Alors même si les joueurs avaient des programmes individualisés, ça a quand même été une période d'interruption des terrains, d'éloignement des terrains. Donc ils vont reprendre progressivement. Paul Le Guen parlait d'un rythme justement un petit peu d'écolier, 5 jours de travail, 2 jours de repos et ainsi de suite, avant de reprendre ensuite, une fois que voilà, les joueurs auront retrouvé de manière un petit peu plus abondante les terrains, les premières rencontres amicales et ainsi de suite. Justement, ces rencontres amicales, on en connaît le menu. Forcément, il y aura des matchs face au rival historique de Caen. Ce sera le 5 août et ça se déroulera du côté de Caen. La montée en puissance des Havrais sur une période aussi longue, Mathieu Billot, de préparation physique, il faut l'attendre quand, finalement ?
Il faut l'attendre certainement dans la deuxième partie de la préparation. Après, la préparation, il faut s'en méfier. En tout cas, les matchs de préparation, c'est une vérité. Et d'ailleurs, Paul Le Guen le rappelait un petit peu hier. Il rappelait que le mercato a été long à se dessiner la saison dernière, ce qui ne s'avait pas empêché de faire un très très bon début de saison. On se rappelle, avec des grosses performances contre Troyes, contre Lens. Donc la vérité de la prépa, c'est pas toujours celle de la compétition. Après, il y a forcément, si vous avez votre effectif déjà constitué au 15 juillet, pour une reprise de championnat le 20 août, c'est mieux, forcément. Et ça semble se dessiner comme ça. Il y aura toujours la quête de l'attaquant. Mais après, je pense qu'il faut être patient. Ça fait 2 mois de prépa. C'est extrêmement long. Et dans un premier temps, ce sera surtout physique et retrouver du cardio, retrouver de la caisse. Alors, on le fait dans un ordre, admettons, assez précis, ce brosset de préparation. Est-ce que l'on peut dire aujourd'hui, messieurs, dès aujourd'hui, alors j'ai presque envie de vous dire que c'est historique, mais là, est-ce que l'on peut dire, Adrien Casanova, que le HAC, dans sa préparation, dans son style, dans sa manière de faire, peut être un club qui, cette fois, peut prétendre à jouer le haut de tableau? Est-ce qu'on peut le dire dès aujourd'hui ou est-ce qu'il convient plus que jamais d'être patient, Adrien? La question revient souvent. Ces dernières semaines, c'est vrai j'avais tendance à être assez optimiste et je le suis toujours, mais c'est vrai que le HAC nous a habitués aussi à prendre des pincettes. Le Havre, il y a cette habitude, oui, d'un club qui joue toujours le haut de tableau, qui est aussi capable de, malheureusement, d'enchaîner des petites séries négatives. Donc, c'est vrai que là, tous les signaux sont au vert, comme le disait Mathieu. On a un groupe qui est déjà bien équilibré, avec 3 recrues qui sont déjà arrivées. Il reste juste un petit peu à le compléter avec un attaquant pour justement renforcer ce collectif et cette qualité du collectif. Mais oui, non, en tous les cas, aujourd'hui, on a un climat qui est serein, des recrues qui sont arrivées. Paul Le Guen qui a l'air en tout cas d'être très satisfait de ce recrutement. Donc oui, non, c'est vrai que les conditions sont là. Surtout qu'il y a déjà des automatismes qui sont créés au niveau du reste du groupe, des cadres qui sont présents. Donc tout semble oui, favorable pour faire du HAC un prétendant, mais bon, il faut quand même attendre les premiers matchs, les premières prestations du Havre, des Ciel et Marines, avant de vraiment les donner comme favoris. Mais bon, c'est vrai que le Havre fera partie, je pense, en tout cas des têtes de liste une nouvelle fois de ce championnat. Des têtes de liste dont on attend évidemment le calendrier du côté du HAC, calendrier qui devrait tomber dans les jours à venir. Main statut pris, je crois que c'est aujourd'hui d'ailleurs, par la Ligue de football professionnel concernant la Ligue 1 à 20 ou 22 clubs, ce qui va rejaillir immédiatement sur la Ligue 2 et ainsi pouvoir permettre l'établissement de différents calendriers. On passe du HAC, toujours en Ligue 2, au Stade Malherbe de Caen. Alors, je vous le disais en préambule, 2 salles, 2 ambiances entre le HAC et le Stade Malherbe en ce moment. Mathieu Billot, c'était jour de reprise aussi des Malherbistes hier du côté du parc quevenois. Alors là, on a eu le droit à une reprise assez, on va dire assez tranquille, ensoleillée, va-t-on dire, en termes de jeu, nombreuse également, puisqu'il n'y avait pas moins de 34 joueurs présents sous la houlette de Pascal Duprat pour cette reprise d'entraînement, ainsi que tous ses adjoints. Mathieu Billot, on a un Stade Malherbe où l'on a clairement senti dès hier à la fois le plaisir de reprendre, mais aussi les nombreux atermoiements qui frappent le club depuis plusieurs mois. Oui, je dirais les nombreuses interrogations qui frappent le club et qui forcément vont découler, vont influencer sa politique sportive des prochains mois et de la saison prochaine. Donc tout dépendra de ce qui se passera là-haut et ça rejaillira sur les couches entre guillemets inférieures. Donc voilà. Donc pour le moment, visiblement, il n'y a pas grand monde qui a la réponse. Donc il faut se montrer patient, même si forcément, comme la reprise a débuté. Ça serait bien que ça soit réglé assez rapidement. Alors avant de passer à la structure à proprement parler sportive de ce début de saison pour Caen avec ce fameux groupe de 34 joueurs, on va en venir à ce que vous disiez à l'instant, Mathieu, à savoir la reprise du club. C'est un petit peu un point hebdomadaire que l'on fait du côté du Stade Malherbe de Caen, sincèrement. On va rappeler l'histoire. Le Stade Malherbe de Caen doit passer devant la DNCG. D'aucuns pensent que
Cela aura lieu jeudi, peut-être bien. En tout cas, Fabrice Clément, lui, n'a voulu donner aucune date hier quand on lui a posé la question sur ce fameux passage de DNCG. On sait en revanche qu'il y a réunion des actionnaires vendredi du côté de Caen. Est-ce que cette fois, comme le disait Fabrice Clément, Mathieu, on est proche du dénouement ou pas encore? Moi, personnellement, je ne le sais pas. Si on est proche du dénouement ou pas, peut-être que les actionnaires, eux, le savent. Maintenant, plus l'été, on va dire ça comme ça, plus l'été avance, forcément, il faudrait que ça serait bien que ça se résolve pour pouvoir préparer encore une fois la saison prochaine de manière assez sereine, et puis pour pouvoir aussi lancer un petit peu peut-être les grandes manœuvres au niveau de l'effectif, même si on a vu qu'il y a déjà quelques décisions qui ont été prises. Donc visiblement le club n'est pas à l'arrêt, il peut continuer à avancer sur certains dossiers, mais là on n'en sait pas beaucoup plus aujourd'hui. Non, il faut être clair, sur les dossiers de reprise de club, et donc, comme vous le dites, de lancer les grandes manœuvres, aujourd'hui, on ne peut les lancer que dans le sens des départs pour Caen. Il faut être clair. Ça paraîtrait logique, et encore peut-être pas tous les départs, peut-être qu'une certaine catégorie de joueurs, mais c'est comme toute entreprise, même si c'est un peu vulgaire de dire ça pour un club de foot. Si vous changez de patron demain, forcément que ça peut influencer votre politique que vous allez mener dans les prochains mois, et notamment en période de mercato. Donc voilà, donc tant qu'on sait pas, pour le moment c'est un peu l'inconnu à ce niveau-là. Alors, cette reprise, pour expliquer à nos auditeurs et à nos spectateurs, Mathieu, elle se fait en plusieurs temps, en fait. Il y a la première partie qui consiste à reprendre l'actionnariat et les commandes du club, et la deuxième partie qui consiste à dérouler un projet. C'est comme, faut d'abord, entre guillemets, racheter le club, pour vraiment être très très vulgaire. Une fois que si c'est fait et si ça se fait, après, il faut voir le projet qui sera présenté et les moyens qui seront mis en face. Forcément, en fonction de l'enveloppe qui sera allouée au développement du club, vous avez tel ou tel projet qui peut être mis en place. Donc ça peut être. Et vous pouvez très bien d'ailleurs racheter le club sans forcément être en capacité d'injecter peut-être beaucoup d'argent au départ. Peut-être que ça sera c'est ce qui semble être la ligne ces derniers jours, en tout cas. C'est-à-dire que la prise de pouvoir, et j'y mets des guillemets, de Pierre-Antoine Capton ne serait peut-être pas celle totale et en tout cas très majoritaire attendue au départ. Moi, j'ai pas spécialement beaucoup plus d'infos que les semaines précédentes, donc moi j'en reste à ce qu'on avait dit avant, c'est qu'il y a un projet de reprise qui est porté donc par Pierre-Antoine Capton, donc qui est l'un des actionnaires actuels, pour qu'il devienne majoritaire. Donc après, comme on dit, soit il rachète les parts d'autres actionnaires, ou soit il injecte dans le capital, ce qui fait que lui et les gens qu'il représenterait seraient majoritaires. Donc voilà. Maintenant, bon, c'est quand même, on a évoqué des sommes qui sont assez importantes. On peut comprendre que ça se trouve pas comme ça, d'un claquement de doigts. On peut comprendre que les discussions sont assez longues. Alors la période n'est peut-être pas la meilleure, mais est-ce qu'il y a des bonnes périodes quand vous faites ça? Je sais pas trop. La période n'est pas la meilleure, Mathieu, parce qu'il y a ce fameux passage en DNCG qui est imminent. Donc forcément, il va y avoir des comptes précis à rendre et à présenter, surtout pour la prochaine saison. Donc dans ces conditions, on se retrouve quand même dans une situation où il faut aller vite, et c'est peut-être le plus compliqué en la matière. Ouais, j'imagine que si, devant le passage de la DNCG, si le changement d'actionnariat n'est pas opéré, s'il doit s'opérer, on peut imaginer peut-être qu'il y aura une autre audition. On peut imaginer une prolongation. On peut imaginer que les dirigeants actuels expliquent la situation de manière concrète pour dire là, en ce moment, c'est en train de négocier au niveau de nos actionnaires pour changer notre modèle. Donc ça, je ne sais pas si c'est c'est tout à fait possible. En revanche, c'est tout à fait possible. Les pièces du dossier, on le rappelle, ont été transmises le 15 juin, comme tous les clubs de Ligue 1 et de Ligue 2. Et elles ont été étudiées, ces pièces. Aujourd'hui, il y a une audition de prévue. On peut tout à fait imaginer un report d'audience pour le Stade Malherbe de Caen en attendant de justement arriver à quelque chose de plus concret. C'est ça l'idée. Oui, puis de toute façon, même s'il y avait une décision défavorable, que je ne sais absolument pas, il y a possibilité de faire appel, donc de revenir avec des nouvelles pièces complémentaires. Donc, je pense pas que pour l'instant, à ce niveau-là, ils sont pas le couteau sous la gorge à ce niveau-là. Maintenant, c'est plus pour qu'est-ce qu'on fait du club la saison prochaine, avec qui on part comme dirigeant,
qui on part comme joueur, c'est plutôt là que c'est important parce que le mercato est commencé, même si ça commence vraiment très très doucement. La préparation a débuté, donc c'est plutôt là-dessus qu'il faut trancher. Oui, et de surcroît, Mathieu, on a aussi une vraie obligation, c'est ce fameux mercato et les ultimatums. Hier, ont déjà été lancés entre les lignes. On l'a vu, Pascal Duprat a demandé clairement 6 joueurs, 6 recrues d'une équipe type. Soyons bien d'accord, pas 6 recrues pour venir compléter le groupe. 6 recrues sur 11 joueurs, a-t-il dit. Et il a ajouté, il faut recruter, sinon il ne fallait pas faire appel à moi. C'est un ultimatum ou on se trompe? Moi, j'emploierais pas ce terme-là. C'est de la com, c'est du. Non, mais il est coach de l'équipe première. Et il veut savoir où il va, ce qui paraît légitime. Et visiblement, en tout cas, dans ce qu'il a dit devant la presse, il a exprimé le fait qu'il ne le savait pas précisément. Donc, il veut savoir dans quelle direction il s'oriente et avec quel joueur, quelle enveloppe sera à sa disposition. Est-ce que ses souhaits est-ce qu'on pourra réaliser ses souhaits? Enfin, je pense que tous les coachs sont identiques de ce point de vue-là. Donc, bon, voilà, il a fait passer son message. Je pense qu'il l'a déjà fait passer en interne. Là, il le fait passer à travers les médias. Donc, ça paraît assez logique. Il n'y a rien de choquant là-dedans. Alors, logique également les propos de Johan Odlin, le directeur sportif en charge du recrutement, qui lui a annoncé que pour les joueurs jeunes de premier contrat, on serait sur des prêts acceptés là où ça serait utile pour le joueur. Pour certains joueurs, on a clairement invité ces derniers à aller trouver un autre club. Ce serait le cas, et on y met encore un peu de conditionnel, même s'il semble que ce soit très bien avancé, pour Yann Repas, qui pourrait partir du Stade Malherbe de Caen. Pour Yacine Bamou, il est également invité à essayer de trouver un autre point de chute. Pour Prince Onyangé, si une porte s'ouvre, elle sera immédiatement étudiée par le club. On est dans ce que l'on pouvait attendre. Pour Erwin Zelazny également aussi. On est dans ce que l'on pouvait attendre de schéma, Mathieu. Ouais, donc après, Yacine Bamou, il était prêté du coup cette saison en Turquie. Turquie, ouais. Il finira pas la saison turque, visiblement, vu qu'il doit revenir le 1er juillet. Le championnat ne sera pas encore terminé. Bon, voilà, on sait tous que c'est un joueur qui était là quand il était en Ligue 1, donc il a un salaire forcément plus important que dans la situation actuelle que le club ne peut plus supporter. Donc ça paraît logique. Voilà, pas sûr non plus que le joueur veuille spécialement revenir non plus. Donc ça paraît logique que ce joueur-là essaye de trouver un nouveau point de chute ou que le club essaye de lui trouver un nouveau point de chute. Voilà, c'est les joueurs habituels. Ça va être le métier majeur de Johan Odlin pendant les prochaines semaines. Peut-être pas essayer de faire venir des joueurs, mais plutôt essayer de trouver des points de chute parce que ça marche aussi dans les deux sens aux joueurs dont le club souhaite se séparer. Ouais, après, c'est pas très sain d'avoir un effectif trop conséquent, hein, même s'il sera considérablement réduit dans les semaines qui vont venir, parce que donc, il y a des jeunes qui vont être prêtés, mais 2, il y a aussi des jeunes qui pensent qu'ils vont être affectés au groupe de la réserve qui va reprendre début juillet. Donc voilà, donc peut-être qu'on va tomber, entre 25 et 30 joueurs de champ. Maintenant, si vous voulez faire venir 6 joueurs, voilà, on est loin de l'effectif rêvé de 23 joueurs, donc il va falloir des départs. C'est du boulot, mais ça fait plusieurs années qu'on le dit au Stade Malherbe. L'effectif est assez important. Réduire un effectif, c'est très compliqué. Je pense que tous les clubs le souhaitent un petit peu. Bon, voilà. Et puis forcément, les joueurs dont vous voulez vous séparer, c'est pas forcément ceux qui sont demandés. C'est toujours une équation un peu complexe à résoudre. Donc oui, c'est un boulot important pour Johan Odlin, mais c'est pas un boulot évident. Ouais, c'est pas un boulot évident. Ce sera en tout cas tout le boulot justement des malherbistes dans cette préparation. Mathieu, on a une préparation un peu particulière comme l'a développé Pascal Duprat hier, c'est-à-dire 4 semaines pour commencer, 1 semaine de vacances, puis à nouveau 4 semaines pour enchaîner derrière vers la reprise du championnat avec des matchs amicaux disséminés partout dans ces 2 fois 4 semaines, ces 8 semaines. À quel moment, selon vous, on pourra avoir une idée un peu plus précise de ce que va donner l'effectif canet dans ce début de saison, pour le moins? Aujourd'hui, je serais bien incapable de le dire, parce que comme on l'a expliqué tout au long de ces quelques minutes, on ne sait pas ce que va donner le Stade Malherbe, on ne sait pas qui est le futur propriétaire, on ne sait peut-être pas qui sont les futurs dirigeants, si ça doit changer, on ne sait pas les joueurs qui vont arriver, les joueurs qui vont partir.
Je pense qu'il va falloir être très patient avant de savoir. Ouais, mais il y a quand même un championnat qui s'amorce là. Va falloir au moins créer une équipe. Ouais, alors après, il y a une base quand même. Il y a la base de la saison dernière. Voilà, il faut s'appuyer dessus. Maintenant, je pense qu'il va falloir être patient, sachant que le mercato potentiellement pourrait se terminer début octobre. Donc, non, je pense qu'il va falloir être très très patient avant de connaître le visage définitif de l'équipe. Mais il y a quand même une base quand même. L'effectif, il n'y a quasiment pas eu de départ pour le moment. Donc, il y a quand même une base de travail sur laquelle Pascal Duprat et son staff peuvent s'appuyer. On peut le rappeler sur la période sur laquelle Pascal Duprat a été coach de Malherbe, donc du 1er octobre au 13 mars, à l'arrêt du championnat. Si on prend que cette période-là, Malherbe est classé 6e. Alors, comme il a dit, c'est pas suffisant, ouais. Mais c'est pas je trouve ça plutôt intéressant aussi, compte tenu du contexte. Donc, il y a quand même un petit peu de matériel. Il y a beaucoup de jeunes. Malherbe se revendique club formateur. C'est aussi le moment pour ces jeunes de s'affirmer, pour le club d'être en mesure d'en lancer quelques-uns, comme ça a été le cas d'ailleurs l'année dernière avec Nicolas Giolchini, Hugo Van der Merch notamment, et puis le petit Alexis Beka en fin de saison. Donc ils ne partent pas non plus complètement de zéro quand même. Voilà, ça part pas, ouais. Faut être aussi un petit peu optimiste pour cette équipe du Stade Malherbe de Caen qui débutera donc sa campagne de match de préparation. Ce sera le 11 juillet prochain, adversaire à définir, mais le match aura lieu quoi qu'il arrive du côté de l'annexe 3 du Stade de Benoît, là même où les joueurs ont repris l'entraînement hier. 3e et dernière partie de cette émission. Attention messieurs, on attaque le gros de la pente comme on dit avec l'AS Cherbourg, qui vendredi après-midi a été officiellement sauvé en National 3, a vu son budget d'atterrissage 2019-2020 accepté, le budget prévisionnel 2020-2021 accepté également. Et quand on parle de finances, de football amateur, on a évidemment avec nous Jérôme Bouchacourt. Jérôme, on revient sur ce vendredi après-midi extrêmement particulier que tout le monde a vécu, et pour cause, nous étions conviés, et je dis nous parce que j'en faisais partie, à la conférence de presse de Gérard Goel pour faire le point sur cette fameuse affaire et sur le futur jugement à venir. Et puis au bout d'une heure de conférence de presse, il s'est avéré que la décision est tombée en direct au téléphone de la voix de Thierry Le Cardonnel, le président de la commission régionale de contrôle des clubs, qui annonçait le maintien et l'acceptation des pièces de dossier officielles à Gérard Goel. On l'a vu et on va remettre les choses dans l'ordre. Gérard Goel a réussi à rassembler 117 500 € en 9 jours. Ça, c'est un exploit. Et on va revenir dessus, 87 500 € de partenaires privés supplémentaires dont les sommes ont été créditées, 30 000 € de dons privés dont la somme a également été créditée. Ce qui pose problème, Jérôme, et là, je me tourne vers vous, ce qui a posé problème à Grand-Quevilly et à Villers-Houlgate qui n'ont pas tardé à réagir en tout cas, c'est ces 60 000 € de dépôt de dossiers aux collectivités pour faire le total de 170 000 € qui ont été acceptés en tant que tels. Ou du moins, c'est ce que l'on peut penser à l'explication de Gérard Goel, c'est ça ? C'est un peu ça. C'est qu'aujourd'hui, le gros souci, c'est de voir qu'il y a des demandes qui ont été déposées, validées, pas forcément, mais déposées, et que la CRCC, en fait, ces demandes sont comprises sur le budget 2019-2020, donc elles doivent être encaissées avant le 30 juin. Or, on sait très bien qu'il n'y a aucune somme qui sera sur le compte du club avant le 30 juin. Donc ça pose de gros soucis. Et après, c'est le montant des demandes, et surtout celle qui a fait bondir un peu tout le monde, c'est le conseil régional. Étant donné que le conseil régional ne peut pas donner de subvention à un club de National 3. Ça va jusqu'en National 2. Ça a été confirmé par Stéphane Eudes, le directeur des sports, hier. Et ensuite, après, sur les sommes, moi, les infos que j'ai vu aussi David Capel, notre confrère de la Manche, de la presse de la Manche, qui avait sorti une page entière aujourd'hui. Il y a quand même beaucoup de sommes qui posent des questions. Les 40 000 € de la ville, les 20 000 € de la CAC. Je suis très, très sceptique.
Et puis, on le voit sur le Mais dossier. au-delà des sommes en elles-mêmes, c'est le principe surtout. Il est de notoriété publique que la commission de contrôle des clubs est extrêmement rigoureuse, extrêmement pointue, extrêmement suiveuse des clubs dans les versements notamment, et ça pose nombre de problèmes d'ailleurs dans ces fameux versements de partenariat, dans ces promesses, dans ces engagements. Là aujourd'hui, il semble, et c'est encore une fois la teneur des propos de Gérard Goël lui-même, il est transmis des dépôts de dossiers et non pas des promesses en tant que telles. C'est bien ça le problème. Oui, tout à fait. Moi, j'ai eu le cas l'an dernier sur les Pays de la Loire avec le club de Saint-Nazaire, qui du coup a été rétrogradé en Régional 1. Le souci, c'est que la commission régionale de contrôle des comptes ne peut pas prendre pour argent comptant un dépôt de dossier. Et ça m'a été confirmé par un président de ligue, par un membre d'une autre CRCC. Ce n'est pas possible. À un moment donné, il faut se poser les bonnes questions. Déjà, il faut vérifier, notamment le dossier à la région, le dossier au département, où on voit qu'on a une demande de 20 000 euros et qu'en fait, il n'y aura que 4 500 euros. Et ce travail de vérification confirmé par Marie-Pierre Fauvel, la vice-présidente en charge des sports du conseil départemental de la Manche, qui a effectivement transmis à tous les médias cette somme de 4 500 euros. Oui, tout à fait. Donc, il y a ce travail de vérification qui n'est pas fait par la CRCC. Et d'ailleurs, selon les dernières infos que j'ai eues ce matin, la CRCC a repris le dossier en main hier pour refaire un point sur ces demandes de subvention. Enfin, où est-ce que ça peut aller ? Où est-ce que ça peut aller selon vous, Jérôme, ça ? Peut-être approfondir tout. Enfin, c'est tout le dossier qu'il faut approfondir. Moi, je partirais déjà du principe que Gérard Goël nous dit, enfin vous dit, moi j'étais pas invité, mais dit à tout le monde qu'il a perdu 140 000 euros pendant la période de la crise sanitaire. Or, on sait tous que c'est faux. C'est pas 4 matchs à domicile. J'ai vérifié un petit peu sur les matchs de cette année, sur les feuilles de match informatisées. En gros, s'il arrivait à 1 000 euros de recettes sur un match, c'était le grand maximum. Donc, il n'a pas perdu 140 000 euros pendant ces 2 mois et demi ou 3 mois. C'est pas possible. On sait que le club était en difficulté avant, puisque le 3 mars, la CRCC l'avait déjà pénalisé. Donc déjà, il y a un gros mensonge sur ce côté-là. Donc comment on peut attribuer des aides Covid-19, entre guillemets, à un club qui n'a pas perdu d'argent pendant cette période, mais qui avait déjà un trou avant. Enfin, voilà. Moi, je suis très interrogatif sur tout ça. Alors, Mathieu Biot, je me tourne vers vous. On a vu des réactions de Grand-Queville et de Villers-Houlgat notamment, qui souhaitaient, contester cette décision de la commission régionale. Or, il semblerait, et là je mets des guillemets, je mets du conditionnel, il semblerait qu'il n'y ait pas de possibilité directe de contestation de la part des clubs. Mathieu, Jérôme, celui qui peut répondre, est-ce que c'est le cas ? Qui peut contester finalement la décision souveraine rendue vendredi ? Jérôme ? Le comité de direction de la Ligue, c'est tout. Les clubs n'ont pas d'intérêt direct à agir. Et surtout, il n'y a pas d'appel sur une décision de la CRCC, à part les parties prenantes, c'est-à-dire le club, si elle lui est défavorable, ce qui n'est pas le cas. On voit mal Gérard Goël faire appel. Et il n'y a que le comité de direction de la Ligue, à moins que la CRCC revienne sur sa décision et que la DNCG, par exemple, au niveau national, regarde aussi ça d'un peu plus près. Mais les clubs ne peuvent rien faire. Les clubs ne peuvent rien faire. Mathieu Biot, je voudrais votre regard sur un peu plus haut, sur l'ensemble de cette affaire. Alors, au-delà des jugements particuliers, des aspects un peu techniques, quel regard vous portez par rapport aux plaintes déposées par Villers-Houlgat, par Grand-Queville, à tout ce qui peut se dire autour de cette commission régionale de contrôle des clubs, qui est quand même le vrai gendarme redouté de la part de tous les clubs. Ça vous inspire quoi tout ça depuis vendredi ? Que c'est un beau bordel.
Là, on est tous d'accord. C'est ça que ça m'inspire, Là, personnellement. on est tous d'accord. C'est un beau bordel et que je ne sais pas s'il y aura une fin à l'histoire. Mais Il y en aura non, forcément une telle qu'on est parti. Oui, enfin, bon, il ne faudra pas que ce soit le 15 septembre, quoi. C'est ça le truc. Parce que je dis ça parce que c'est dans des histoires similaires, on a déjà on a déjà vu ça, oui. On a déjà vu ça, rien à voir, mais Charbourg a déjà connu ça il y a quelques années. On citait l'exemple, rien à voir du tout, c'est une affaire totalement différente, mais Dives, qui était monté, qui a su que le 15 septembre, finalement, que leur montée était validée. Enfin, c'est quand même pas l'idéal pour préparer des saisons, tout ça. Non, j'avoue que je suis assez dubitatif. On va laisser les instances travailler et voir. Et puis si elles ont raté une étape, qu'elles se rattrapent tout simplement et qu'elles reprennent le dossier en main pour bien vérifier tout ça. Voilà. Après, c'est vrai qu'encore une fois, chaque club, et c'est son droit le plus cher, défend un peu sa paroisse. Le climat est pas très sain, en tout cas. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Le climat est pas très sain. Bon, voilà. Après, il faut que les lumières soient faites sur l'AS Charbourg. S'il y a eu des choses qui sont pas correctes, il faut effectivement les éclaircir. Mais c'est pas très sain parce que bon, impacter la tenue d'une commission si respectée qui est la commission régionale de contrôle des clubs, selon vous. Est-ce que cette affaire-là peut les impacter? J'avoue ne pas connaître assez bien les arcanes des instances régionales. Non, mais rapport aux autres clubs, voyant les autres clubs qui vont y passer, est-ce que selon vous, ça peut offrir un visage différent de la perception de cette commission? Bon, d'abord, moi je vais être honnête, je ne sais pas si la commission elle est en faute ou pas. Donc, mais personne ne le sait. Je veux bien m'arrêter de porter tout jugement. Il y a des clubs aujourd'hui qui émettent des doutes parce qu'ils profiteraient, il faut le dire, de la relégation administrative de l'AS Charbourg. C'est évident. Voilà, donc maintenant je pense que la CRCC fait son boulot depuis des années. Là, on est vraiment dans un contexte à ce niveau-là très spécial avec le Covid, même si je ne sais pas si les difficultés de la Charbourg sont liées au Covid ou pas, comme le dit son président. Mais c'est vraiment je pense que c'est des dossiers extrêmement compliqués et qu'aujourd'hui, tous les clubs, voilà, qui portent plainte et compagnie, ça rajoute pas. Encore une fois, ils ont le droit. Mais je pense que oui, c'est pas fini cette histoire parce que on sait très bien que si Charbourg si par exemple la CRCC revenait sur sa première décision, Charbourg ferait de nouveaux appels. Donc on n'est pas prêt de savoir qui va jouer en N3, qui va jouer en R1 et qui va jouer en R2. Quoi. Bon, c'est ça et je trouve ça un peu dommage. On est quoi, le 23 juin aujourd'hui là. C'est un peu dommage de ne pas savoir sur des championnats qui se sont arrêtés le 13 mars quand même. C'est un peu bizarre. C'est un peu ça l'idée, Jérôme Bouchacourt, je termine avec vous. C'est que c'est pas fini, vraiment. C'est pas fini et on revient toujours aux mêmes questions. C'est que la CRCC a pénalisé les Cherbourg le 3 mars pour les mêmes raisons. Pour des raisons évidentes, c'est qu'il y avait un trou, un budget qui était pas bon. Aller chercher l'argent autour du 15 juin, entre le 15 et le 22 juin, pour le remettre dessus, je pense que ça aurait dû être fait avant. Oui, mais ça, tout simplement. Là, après, on peut être aussi extrêmement objectif. Il a réussi, Gérard Goël, avec son bureau, à récupérer 117 500 € de trous. Et ça, c'est à mettre à son crédit. Ce qui gêne aujourd'hui et ce qui gêne les clubs, ce qui gêne les observateurs, ce qui gêne un peu tous ceux qui ont suivi ce dossier, c'est juste cette histoire de collectivité, de dépôt de dossier. Parce que le reste, quoi qu'on en dise, il est allé chercher une énorme partie du trou qu'il avait à combler. Entre guillemets, si l'on fait la simple addition de ces trois sommes-là, on arrive bel et bien, Jérôme, et là je vous salue, aux quasiment 200 000 € de trou que vous aviez annoncé il y a quelques semaines, puisqu'on doit être à 177 500 € précisément de sommes couvertes pour réussir à passer en CRCC. Dernière chose, Jérôme, avec vous, la prochaine étape, c'est quoi selon vous? La prochaine étape, tout va dépendre de la Ligue. Maintenant, si la CRCC revoit le dossier, est-ce qu'elle ne le revoit pas? Je sais qu'ils ont passé beaucoup de coups de fil hier et peut-être encore aujourd'hui. Donc, est-ce qu'ils peuvent rouvrir le dossier? Est-ce que on sait que Pierre Le Resteux n'était
pas très il avait conscience, on va dire, il y a 1 mois et demi des difficultés du club. Est-ce que le comité de direction va faire appel? C'est voilà, la grosse question, elle est là aujourd'hui. Mais pour revenir à ce que tu disais, Sylvain, il faut lui tirer son chapeau, ça c'est clair. Aujourd'hui, moi je suis pas là pour taper sur Gérard Goël et l'AS Cherbourg. Maintenant, on était bien sur la somme de 200 000 parce qu'il y a aussi un petit peu d'argent du l'URSSAF, donc qui est compris dans les pertes du club. Donc on était vraiment sur cette somme-là. Mais bon, voilà, il a quand même réussi un beau tour de force. Ah oui, ça c'est clair. Et il convient évidemment de le stipuler, de le mentionner, tout autant d'ailleurs dans cette émission que l'on mentionne les questions que soulèvent aussi les fameux dépôts de dossiers. Merci à vous, messieurs, d'avoir été en notre compagnie. Merci à vous, Jérôme Bouchacourt du foot amateur, et à vous, Mathieu Billot du foot normand. On se retrouve la semaine prochaine. Eh bien oui, toutes les bonnes choses ont une fin. Ce sera la fin de saison la semaine prochaine, l'ADER du club foot pour cette saison si particulière 2019-2020. Il y aura pas mal d'invités, vous allez retrouver vos consultants préférés. Évidemment, on parlera encore de foot pour cette dernière de la saison avant une petite pause et évidemment de revenir à la rentrée avec toute la fine équipe. Quelque chose me dit qu'on restera dans ce format vidéo. Vous verrez. En tout cas, passez une très bonne semaine à l'écoute de Tendance Ouest et on se retrouve la semaine prochaine pour de nouvelles aventures dans le foot normand. Salut.